Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il faut se rappeler que avant de promettre dans cette magnifique vidéo YouTube une nouvelle méthode de concertation aux citoyens dans le cadre du Conseil national de la refondation, parce que Emmanuel Macron l'a compris, il souhaite maintenant, il nous a compris et il souhaite nous faire participer à la démocratie de ce pays, c'est bien. Eh bien, le même président de la République avait soufflé la semaine d'avant, dans un huis clos peu discret, qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure concernant la réforme des retraites. Et puis jeudi dernier, toujours donc la semaine dernière, le ministre du Travail Olivier Dussopt avait également confirmé que le gouvernement était prêt à dégainer le 49.3 qui permet l'adoption d'un texte sans vote, sauf mention de censure. Donc passage en force finalement, fausse concertation et vrai conseil opaque, puisque rappelez-vous la multiplication des conseils de défense sanitaire, écologique, énergétique, militaire évidemment. Alors jusqu'où va l'hyper-présidentialisme de la Ve République ? Va-t-on trouver des limites à cet hyper-présidentialisme ? Eh bien, c'est toute la question qui se pose dans notre table ronde. Et je suis avec mes deux invités. Philippe Fabry, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, théoricien de l'histoire, auteur de L'histoire du siècle à venir, où va le monde selon les cycles de civilisation, aux éditions Scripta Manent. Et puis vous aviez un autre livre, non, Philippe Fabry, il me semble ? Tout à fait, qui est parfaitement dans le sujet, le président absolu. Voilà, exactement. Et c'est celui pour lequel on vous avait interviewé. Est-ce que vous pouvez me rappeler la maison d'édition ? La même, Scripta Manent. Scripta Manent, voilà, le président absolu. Et puis Christophe Boutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et professeur de droit public à l'université de Caen. Et puis, vous êtes également auteur de nombreux livres, dont L'abstention électorale, apaisement, épuisement, organisé par le Centre, Décentralisé en France, Parti politique et démocratie inséparables mais incompatibles. Vous avez peut-être d'autres livres qui sont plus dans le sujet que vous souhaitez citer ? Non, actuellement, les derniers ouvrages sortis sont les ouvrages collectifs, dictionnaire rédigé avec mes collègues François Villois et Olivier Dard, dictionnaire du conservatisme, dictionnaire des populismes, dictionnaire du progressisme. Voilà les dernières livraisons, si je puis dire. Dictionnaire des populismes et du progressisme serait peut-être plus dans notre sujet également, tout à fait. Alors, je vais commencer par Philippe Fabry, le président absolu. Là, on est vraiment dedans. Je ne sais pas si vous aviez imaginé un tel scénario, mais là, on ne peut faire plus, on a l'impression. Alors, je n'avais pas imaginé le scénario, mais c'était dans l'ordre des probables, puisque ce que je dis depuis longtemps, c'est que ce régime ne va cesser d'évoluer dans le sens de ce travers jusqu'à ce qu'il trouve une réforme. On pouvait espérer que la réforme arriverait de manière douce avec l'élection de ce Parlement obligé par sa propre composition d'être très actif, ce qu'il a commencé à être d'ailleurs à l'été. On se disait que peut-être le président apprendrait de ça et comprendrait que sa place doit être gérée de manière différente, peut-être à la manière des présidents de la Troisième République. Mais non, il est revenu en vrai président de la Cinquième République dès la rentrée, avec son Conseil national de la refondation pour contourner le Parlement, et maintenant avec ses réformes qu'il veut faire passer, en associant le 49.3 face à une Assemblée qui n'a pas de majorité, et la menace de la dissolution, ce qui me semble-t-il est inédit dans l'histoire de la Cinquième République. La totale, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à allier tout ça, tout en nous promettant, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment hypocrite, c'est que plus on avance dans l'hyper-présidentialisme, plus on nous promet une démocratie rapprochée, directe, proche des citoyens. Là, avec la nouvelle vidéo du président Macron, je vous ai compris, cette fois-ci, vous allez participer avec moi en direct à la refondation de notre société. C'est ça. Et puis c'est d'autant plus problématique mais de toute façon, ce Conseil national de la refondation, je parlais de détournement, c'était la même chose avec la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire qu'on fait sans arrêt comme si on n'avait pas de Parlement finalement à qui s'adresser pour poser les questions fondamentales, et comme si on pouvait créer comme ça des choses, des comités ad hoc auxquels on peut poser questions, ce qui pour moi relève des mini-coups d'État à chaque fois, parce que ça revient à contourner explicitement le Parlement, et avec cette volonté qui est pas encore tout à fait officiel, mais c'est de l'officieux officiel, on va dire, de menacer de dissolution pour obtenir un résultat politique particulier, on est encore dans autre chose. C'est-à-dire que ça revient à le droit de dissolution, normalement, il sert au président de la République à résoudre éventuellement des crises constitutionnelles qui se poseraient.
en renvoyant tout le monde devant les assemblées. Bon, là, lui, il utilise ça comme un chef de gouvernement qui veut faire passer une décision en particulier. Donc c'est également, selon moi, un détournement de ses prérogatives, dans l'esprit de la Constitution. Oui, Christophe Boutin, ce président absolu, pour reprendre le titre du livre de Philippe Fabry, vous l'aviez déjà imaginé aussi absolu qu'aujourd'hui ? On l'avait déjà vu nettement plus absolu qu'aujourd'hui. Le président Macron, lors du premier quinquennat, si vous voulez, avait absolument tous les pouvoirs. Le président Macron dirigeait de l'Élysée avec uniquement une petite équipe rapprochée, une garde rapprochée de conseillers. Les ministres étaient aux ordres. La haute administration obéissait aux conseillers élyséens. Et il avait une majorité à la Chambre qui lui permettait de faire passer tout ce qu'il voulait. Donc, je dirais qu'à partir de l'élection de 2022, finalement, on a un président qui n'est plus ce président absolu, ou qui est moins ce président absolu, qui se sert, comme l'a très bien dit M. Fabry, qui se sert de nouvelles armes pour justement retrouver son caractère de président absolu, qui évoque le 49-3 pour faire pression sur la Chambre, qui évoque la dissolution pour faire pression sur la Chambre, qui évoque effectivement le contournement de la démocratie participative avec le Conseil national de la résistance. Bon, M. Fabry évoquait très justement la Convention citoyenne pour le climat qui a précédé, mais qui était dans la même logique, une logique destinée à offrir une onction démocratique à une décision présidentielle. Tout comme les grands débats à l'époque. Absolument comme les grands débats, sauf que les grands débats, c'était du monologue total. On avait quelqu'un qui était en roue libre pendant 3, 4, 5 heures devant des élus locaux tétanisés. Et à la fin, on a eu ce qu'on a appelé des cahiers de doléances qui n'ont toujours pas été exploités. Donc, c'était une escroquerie complète. La Convention citoyenne pour le climat, on a, avec Frédéric Rouvillois, publié à la Fondation du Pont-Neuf une note sur le sujet pour expliquer justement comment elle avait fonctionné et expliquer son manque de légitimité. On continue dans cette logique, mais on continue effectivement avec une chambre qui cette fois pose plus de problèmes. On remarquera d'ailleurs qu'il y a pourtant une possibilité de donner la parole au peuple, à laquelle le président Macron fait parfois allusion vaguement, mais dont il ne semble pas un chaud partisan, qui est le référendum, tout simplement. Oui, enfin ça reste une possibilité. Vous l'avez déjà entendu évoquer le référendum ? Parce que ce serait peut-être la meilleure façon de vraiment consulter le peuple, mais visiblement on préfère créer toujours des nouveaux comités, des nouveaux grands débats, etc. Oui, il a déjà évoqué le référendum. Maintenant, on peut penser qu'il l'agite sans vraiment avoir envie de soumettre ses choix aux Français. Voilà. Alors, on va continuer de parler évidemment de ce président absolu, le président Macron, dans l'hyper-présidentialisme dans lequel nous sommes tombés. Et très intéressant, Christophe Boutin, vous disiez finalement, il est moins absolu que le mandat précédent, mais pourtant il nous fait paraître par ces 49.3, ces dissolutions, qu'il en veut toujours plus, et c'est bien là qu'on peut voir dessiner finalement ses propres limites. On en parle dans quelques instants, mais il est 8h sur Ligne Droite et c'est l'heure de se tourner vers Valentin Chambert. Ligne Droite. La table ronde. Oui, parce que si on reprend dans l'ordre chronologique, la dernière annonce était cette nouvelle méthode de concertation des citoyens dans le cadre du Conseil national de la refondation, une pseudo-concertation démocratique. Mais avant, il y avait l'annonce, la menace plutôt de la dissolution de l'Assemblée nationale, la menace de l'utilisation du 49.3, les nombreux conseils de défense maintenant qui se multiplient dans tous les domaines. Et puis on pourrait parler des autres grands débats et autres pseudo, encore une fois, concertation. Alors, face à tout cela, sommes-nous face à un président absolu ? Je pense que la réponse est oui, même si Christophe Boutin dit qu'aujourd'hui, il est moins absolu que le mandat dernier. Et surtout, quelles limites peut-il rencontrer ? Le Parlement peut-il vraiment jouer un rôle face à ce président qui sort toujours de nouveaux outils contre la démocratie ? C'est la question qui se pose. Et puis nous sommes toujours pour en parler avec Philippe Fabry, avocat, théoricien de l'histoire, auteur notamment de ce livre qui est en plein dans le sujet, Le président absolu chez Scripta Manent, et puis de Histoire du siècle à venir, Où va le monde selon les cycles de civilisation, aux éditions toujours Scripta Manent, et Christophe Boutin, docteur en sciences politiques et professeur de droit public à l'université de Caen. Et puis ces différents livres, ouvrages écrits avec Frédéric Rouvillois et Olivier Dard, les dictionnaires du populisme, dictionnaire du progressisme, les deux par exemple aux éditions du Cerf. J'en cite que certains parmi les nombreux ouvrages, Christophe Boutin. Alors pour revenir à notre débat, Christophe Boutin, je vous redonne la parole tout de suite. Vous commenciez à évoquer les limites finalement du président Macron pour ce mandat-là. C'est bien la composition de l'Assemblée.
Absolument, il a une majorité relative à l'Assemblée nationale et lorsqu'il évoque le spectre de la dissolution, c'est parce que en face, il y aurait l'éventualité d'une motion de censure qui pourrait être votée par l'Assemblée nationale, soit de manière spontanée, soit à la suite de l'engagement de responsabilité du gouvernement sur la base de l'article 49.3. On sait en effet que le 49.3 permet de faire passer un texte sans vote s'il y a le dépôt d'une motion de censure et que cette motion de censure n'est pas votée par l'Assemblée. Or, on a eu un seul cas de motion de censure qui a été votée par l'Assemblée, c'était contre le gouvernement Pompidou, ça ne nous rajeunit pas, et la suite avait été très claire, le général de Gaulle avait à ce moment-là dissous la Chambre en disant puisqu'il y a un désaccord entre ma politique à moi, président de la République, et celle de mon gouvernement, mais à l'époque, la question était une question essentiellement sur la mise en place du nouveau mode d'élection. Puisqu'il y a un désaccord entre moi-même et l'Assemblée, je demande au peuple de trancher. La dissolution, c'est un peu ça aussi, c'est l'arbitrage par le peuple. Donc en ce sens, la dissolution est quelque chose de démocratique. Maintenant, les députés, depuis ce choc majeur de l'époque, n'ont pas cru bon de voter les dissolutions. Peut-être n'ont-ils pas envie de retourner sur les marchés, rencontrer les chers électeurs trop souvent. Mais là, c'est vrai que Emmanuel Macron joue un peu avec le feu, je crois qu'il le sait, et il n'est pas évident que cette pression qui soit mise sur la Chambre ne se retourne pas contre lui. Philippe Fabry, vous pensez que finalement les choses peuvent se retourner contre ce président qui se veut absolu aujourd'hui ? Alors, je le pense, oui, parce que déjà, le problème, et Christophe Boutin faisait bien de mentionner la précédente motion de censure qui n'avait pas fonctionné, oui, parce qu'elle n'avait pas apporté son résultat espéré pour ceux qui l'avaient voté, c'est que c'était pour une motion de censure dans un contexte très grave, puisque c'était dans le contexte d'un détournement des dispositions constitutionnelles par le président de la République, justement pour instaurer l'élection au suffrage universel, puisqu'il voulait le faire par le biais d'un référendum qu'il n'avait pas le droit de faire. C'était une autre procédure référendaire avec un autre article qui devait être fait. Il a refusé. Gaston Monnerville, le président du Sénat, à l'époque, avait parlé de forfaiture. Et le problème, c'est que ça a fondé, en fait, la présidence de la République dans ce pays, qui est un régime, en fait, plébiscitaire, justement, où le président de la République utilise essentiellement l'arme, toutes ses armes directes, que ce soit la dissolution ou le référendum, généralement pour lutter contre le Parlement. Et l'obstacle principal au pouvoir possible d'Emmanuel Macron, c'est justement le Parlement. Et c'est pour ça qu'il s'en méfie énormément et qu'il veut pas d'un Parlement divisé. Alors il prend tous les moyens pour s'en écarter. Moi, comme je suis historien, je peux m'empêcher de penser justement aux années qui ont précédé la Révolution française. C'est-à-dire où on sentait de plus en plus que les difficultés faisaient que la représentation nationale, qui à l'époque était les États généraux, il allait falloir un petit peu s'adresser à elle. Mais on refusait, donc on faisait tout un tas de trucs. Et en particulier, le Conseil national de la refondation, typiquement, ça me fait penser à l'Assemblée des notables, puisqu'on avait convoqué en 1788 pour essayer. Alors, il y avait toutes les vieilles badernes habituelles qu'on avait convoquées. Là, pareil, d'ailleurs, on va récupérer tous les anciens pour essayer de faire un conseil avec une espèce de légitimité. Bon, ça n'avait pas fonctionné, ça avait énervé tout le monde et un an après, on prenait la Bastille. Donc, si vous voulez, pour moi, l'inquiétant aujourd'hui, c'est véritablement qu'on entre dans une crise constitutionnelle, parce que je pense que le président Macron, justement, vit finalement sur son premier quinquennat, où il s'est installé dans une présidence totalement absolue. Christophe Boutin a bien dit que c'était une chose qu'il avait institutionnellement perdue à partir des dernières élections, mais lui, il vit encore dans cet état d'esprit-là. Et son retour à la rentrée montre qu'il est toujours là-dedans. Et je pense qu'on a un Parlement qui n'est plus prêt, qui structurellement d'ailleurs est difficilement prêt à accepter ça. Et vous, pour revenir sur le Parlement, concrètement, vous pensez que là, malgré les divisions quand même entre les deux oppositions, droite et gauche, est-ce que vous pensez que la motion de censure pourrait être votée ? Je pense que ça devient plausible. Le calcul que fait Emmanuel Macron, en l'occurrence, c'est vraisemblablement d'arriver à garder de son côté les élus républicains qui, pour une grande partie, sont plutôt d'accord sur le fond de la réforme des retraites, etc. Et donc, ils se disent... Voilà, il se dit, si les Républicains votent pas avec, j'ai pas de souci à me faire. Mais je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ça. Donc cette fois-ci, il y a un vrai doute parce que, mine de rien, cette question des retraites, c'est un sujet sur lequel la NUPES et le Rassemblement national, leurs électorats se retrouvent beaucoup. Donc, contrairement à la motion de censure qui avait été tentée par la NUPES il y a quelques mois, je pense que ça pourrait tout à fait fonctionner cette fois-ci. Ça pourrait cristalliser les Oui, puis alors ce serait une alliance assez originale, on va dire, mais pourquoi pas au sein de l'Assemblée sur ce sujet-là particulier.
Ce sont des choses ponctuellement qui peuvent arriver. On se souvient finalement du gouvernement en Italie qui a associé la Lega avec le mouvement 5 étoiles, qui sont plutôt de bords politiques radicalement différents. C'est une alliance de la carpe et du lapin qui ne tient généralement pas très longtemps, mais ça permet de faire du bruit et de secouer un peu le cocotier en attendant. Oui, d'accord. Mais justement, alors, en attendant quoi, puisque vous parlez de crise constitutionnelle, est-ce que vous pensez, je me retourne vers Christophe Boutin d'abord, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, c'est sûr, va continuer de s'enfoncer, on va dire, toujours plus loin, la course vers l'avant, on va dire la fuite vers l'avant, d'essayer de maintenir cet hyper-présidentialisme mais est-ce que finalement le rappel va venir du Parlement ou du peuple directement dans la rue, par exemple ? Emmanuel Macron a un agenda. Cet agenda, il devait le mettre en œuvre au cours du premier quinquennat. À cause de la crise sanitaire en partie, à cause de la crise sociale en partie, il n'a pas mis en place la totalité de son agenda, et notamment la réforme des retraites au cours du premier quinquennat. Cet agenda reste absolument le même. Emmanuel Macron est quelqu'un qui ne change pas d'un iota la politique qu'il a décidé de mener, aussi bien sur le plan social en France, sa politique de rattachement à l'Union européenne, de développement de la souveraineté européenne au détriment de la souveraineté française. C'est son agenda, il est là pour le mettre en place, il va continuer à le mettre en place. Il ne peut plus le mettre en place aussi facilement que dans le premier quinquennat, il est donc contraint d'utiliser une partie des armes que lui offre la Constitution, qu'il n'avait pas utilisées avant parce qu'il n'en avait pas eu besoin, finalement. Comme l'a dit très justement M. Fabry, effectivement, là, ce qu'il joue, c'est l'alliance éventuelle, ou du moins la patience, ou la tranquillité, ou la quiétude, je ne sais pas comment dire ça, des élus républicains qui pourraient au moins s'abstenir, car on sait que dans le vote d'une motion de censure, on ne comptabilise que les voix favorables à la motion de censure, et que donc ceux qui s'abstiennent se retrouvent du côté du gouvernement, tout en ayant de ne pas y toucher. Voilà, je me suis abstenu, je n'ai pas voulu choisir, mais en fait, dans la pratique, ils sont du côté du gouvernement. Donc c'est ce qu'attend manifestement Emmanuel Macron. Quant à la possibilité d'une alliance des extrêmes, oui, bien sûr. Lorsqu'on a un grand parti attrape-tout au centre, la seule manière de faire sauter le système, de faire turbuler, comme disent certains, c'est effectivement une alliance, l'alliance qu'on a vue, M. Ferry a dit très justement, en Italie avec et puis la Lega, et une alliance qu'on a pu voir à d'autres moments, en Inde par exemple, où on avait aussi un grand parti attrape-tout, et une alliance de la droite et de la gauche. Ça ne dure pas, mais ça permet effectivement de casser un élan. Voilà, ça permettrait de casser l'élan hyper-présidentialiste d'Emmanuel Macron, donc ce qui serait vraiment intéressant, je pense, pour la vie, le souffle de la démocratie en France. Est-ce que vous pensez que ça c'est possible ? Si oui, combien de temps ? Et sinon, encore une fois, je repose la fin de ma dernière question concernant si cela continue comme ça et que finalement, avec l'alliance des LR ou l'abstention des LR, toutes les réformes présidentielles passent, est-ce que finalement les citoyens vont pas finir par se rendre compte qu'on se moque un peu d'eux, que la démocratie ne fonctionne plus, que ces concertations citoyennes ne les concertent pas vraiment, et donc là, est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de plus, des manifestations populaires plus violentes ou en tout cas plus énervées? On est déjà allé vers des manifestations de ce type-là, ça s'est appelé les Gilets jaunes, et Emmanuel Macron les a matés par des tirs de balles sur les personnes, enfin de balles de gomme, hein, mais enfin quand même en éborgnant un nombre de personnes avec une violence qu'on n'avait jamais connue en France en dehors des périodes de guerre. Philippe Fabry. Oui, alors effectivement, moi je pense qu'il y a un espoir que ça bouge autrement. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux solutions. Il y a soit le jeu d'Emmanuel Macron fonctionne, il arrive à faire passer ses réformes en force, et à ce moment-là, je pense qu'il y aura des difficultés assez nettes qui commenceront à apparaître au printemps, notamment en raison du contexte géostratégique général qui crée des problèmes sur l'énergie, la baisse de l'euro, etc. Donc de toute façon, il y aura des problèmes. Un scénario peut-être plus agréable ou plus tranquille serait que il dissolve effectivement l'Assemblée et que l'élection derrière ne lui donne pas raison, parce qu'il faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'il peut être très matamore dans le fait de dire j'utiliserai mon droit de dissolution si j'ai pas le vote que je veux. Simplement le fait que derrière il arrive à obtenir mieux que ce qu'il a déjà à l'Assemblée est quand même très très douteux. Et auquel cas il faut pas oublier qu'une dissolution ratée ça affaiblit considérablement la présidence de la République, et donc la crise pourrait se résoudre comme ça par une victoire nette du Parlement, par une élection suivante, qui le forcerait finalement à composer et à enfin envisager la présidence d'une manière différente. Mais est-ce que l'arme de la dissolution ne servait pas seulement à faire peur à l'Assemblée plutôt que vraiment à l'utiliser? Parce que j'imagine qu'il a fait ses calculs sur les chances ou pas de remporter et d'être majoritaire au sein de l'Assemblée, non?
Alors oui, mais comme l'a dit Christophe Boutin, à partir du moment où il a un agenda dont il ne dévie pas et où le temps commence à presser un peu pour lui, parce qu'il sait qu'il pourra pas avoir de troisième mandat, je pense que il sera prêt à aller jusqu'au bout, parce que s'il met pas sa menace à exécution, ça la discréditera pour la suite. Donc on est dans le même genre de blocage, j'ai envie de dire, géostratégique qu'on a dans d'autres situations en Europe actuellement, mais à une autre échelle et dans un autre domaine, qu'un domaine politique, qui est que quand vous agitez des menaces comme ça, il y a un moment, il faut être crédible, sinon on ne vous croit plus et c'est la débâcle. Christophe Boutin, vous pensez que cette dissolution est vraiment jouable pour le président Macron ? Je crois qu'elle est très risquée pour le président Macron. Le président Macron, pour la première fois depuis l'instauration du quinquennat et le renversement du calendrier, qui fait donc précéder l'élection législative par l'élection présidentielle, ce qui donne un élan et ce qui a donné à chaque fois une majorité absolue au président. Vous avez élu le président, vous lui donnez sa majorité pour qu'il mène la politique pour laquelle vous l'avez élu. Là, pour la première fois, c'est terminé. Et les Français, dans un sondage qui est tombé il y a 2 jours de la Fondation Jean Jaurès, les Français se félicitent de ce système, se félicite que la Chambre soit effectivement avec une majorité relative. C'est dire la légitimité qu'a le président actuellement. Si sur la question en plus des retraites, il engage une dissolution, il n'est pas évident. Alors d'abord, ceux qui l'auront suivi ou qui se seront abstenus ne retrouveront pas leur siège, soyons clairs. Et il n'est pas évident que lui-même ne perde pas des plumes en la matière. Donc il le sait, c'est pour cela que je crois c'est agité, c'est destiné à faire prendre conscience que c'est possible et on s'arrêtera là. Oui, donc vous pensez qu'il ne va pas jouer la carte réelle de la dissolution. Je n'oublie pas que nous avons eu le cas Néron, comme l'appelait finement Bernadette Chirac, c'est-à-dire Dominique de Villepin, qui n'a pas hésité à engager une dissolution alors qu'il avait déjà une majorité. Oui, tout à fait. Ah oui, ça arrive. Et donc finalement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on le voit bien, on s'enferme. Enfin, en tout cas, Emmanuel Macron s'enferme dans son hyper-présidentialisme. Il en veut toujours plus, ou en tout cas, il court après un absolu qu'il a peut-être un peu perdu. Et en même temps, les citoyens ont de moins en moins le droit à la parole. On le voit avec ces fausses concertations, on le voit avec l'absence de référendum. Et puis, on le voit aussi avec le fait qu'ils sont tenus de plus en plus par des restrictions sanitaires, restrictions maintenant énergétiques. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là des citoyens qui se sentent un peu muselés de toutes parts, en fait, de plus en plus. Et ça, est-ce que vous pensez que ça peut provoquer aussi de ce côté-là soit un vote prochain plus extrême, soit, encore une fois, comme je disais, une forme de révolte, Philippe Fabry? Je le crois tout à fait. Je le crois tout à fait. Et je crois que ce sont d'ailleurs 2 choses qui vont se nourrir. La crise institutionnelle d'un côté, la crise de représentativité et la crise populaire de l'autre. Ce qui a déjà été le cas, on l'a déjà vu. Vous savez, il faut pas oublier la révolte des Gilets jaunes. On parlait beaucoup. C'était à cause du 80 km/h, certes, mais le 80 km/h s'inscrivait dans un contexte général de tentative par Emmanuel Macron d'abaisser la représentation démocratique de la France périphérique en réformant le Sénat. Réforme du Sénat qui a échoué en 2018, mais par la suite, Emmanuel Macron est resté là, il est resté présent. Et c'est très intéressant parce qu'en Italie, ce qui avait amené la Lega et le mouvement 5 étoiles au pouvoir, c'était justement l'échec de Matteo Renzi dans sa réforme du Sénat, qui était la même en fait. Et ces 2 partis avaient fait leur score dans l'Italie périphérique précisément. Donc il y a un bon sens collectif et populaire dans les élections. D'ailleurs, cette absence de majorité dans l'élection de la dernière Assemblée législative, c'est très intéressant. Monsieur Boutin soulignait le fait que les Français sont contents, d'après les sondages de l'état de cette. Vous pouvez pas individuellement par votre vote décider de la composition fragmentée de l'Assemblée. Ce sont les votes de chacun qui s'articulent et qui donnent ça. Et bien néanmoins, les Français ont voté ensemble pour une Assemblée qui leur convient comme ça. Ça, je trouve ça assez fort. Et donc, il y a un bon sens politique populaire. Les gens, même s'ils comprennent pas forcément techniquement les tenants et les aboutissants des crises constitutionnelles, sentent qu'il y a un problème. Ils sentent qu'il y a un problème de démocratie, notamment. Et ça nourrit souvent leur colère. Donc, le fait qu'en plus, il y ait des problèmes de ruine, quand on voit le coût de l'énergie, etc., en particulier, les gens, déjà, qui sont aisés ont de quoi payer, mais ça leur coûte plus cher. Et les gens qui ne sont pas aisés, vont se retrouver pris à la gorge.
probablement même en dépit des boucliers tarifaires, parce que il y a des choses qui continuent à augmenter, la nourriture, etc. Donc tout ça va, à mon avis, créer effectivement une situation extrêmement délétère, et dans laquelle, justement, le peuple, et c'est ce que signifie cette dernière élection, pense que son salut est dans le fait d'avoir des vrais débats au Parlement. Si on lui refuse ça, ça peut créer des tensions extrêmement importantes. Une question, Christophe Boutin, puisque vous aviez travaillé sur la Fondation citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Français, certains vont croire malgré tout à l'annonce de cette nouvelle méthode de concertation offerte là pour le Conseil national de la refondation, ou vous pensez que c'est foutu d'avance, on va dire? Écoutez, il y a toujours quelques naïfs, il y a toujours ceux qui sont abusés par le terme de démocratie participative, mais les résultats que l'on a eus avec la Convention citoyenne pour le climat, sur sa composition, sur la manière dont les travaux ont été encadrés, sur la pression, le rôle joué par certains lobbies en son sein et ainsi de suite, sur finalement aussi le peu de succès de ces propositions. Alors certes, on va nous dire, c'est en train de passer dans un texte de loi, mais ça a été remouliné très largement par l'administration, ça n'a pas été pris comme l'avait dit Emmanuel Macron lorsqu'il s'était adressé initialement à la Convention. Bref, je crois que les Français relativisent cela et ont un peu l'impression ici, en plus, que la ficelle est grosse. Parce que au moment, on voit Emmanuel Macron est quelqu'un qui a toujours fonctionné par provocation. Il aime ça, son côté sale gosse. Et donc là, si vous voulez, le jour de la rentrée parlementaire, alors qu'il sait que la rentrée parlementaire là était vraiment attendue. Oui. Là, le jour de la rentrée parlementaire, faire un discours pour expliquer que la vraie démocratie, c'est le Conseil national de la refondation. Oui. Bon, là, le côté phare, je critique pas, mais bon, on dirait certains osent tout, et puis voilà. Oui, on ne dira pas la fin de la phrase. Philippe Fabry, finalement, alors pour conclure cette table ronde sur l'hyper-présidentialisme, on l'a compris, hein, le salut pourrait venir du Parlement, le salut pourrait venir aussi d'un mécontentement du peuple. Vous, quel scénario finalement vous privilégiez aujourd'hui ? Alors moi, je privilégie le scénario d'une manière ou d'une autre d'une crise constitutionnelle, qui est d'ailleurs, je pense, déjà anticipée et comprise par le président de la République, parce que au fond, le Conseil national de la refondation, son idée, c'est quoi ? C'est de préparer une réforme constitutionnelle qu'il estime nécessaire et qu'il espère depuis longtemps. Encore une fois, il voulait en tenter une en 2018, il en était empêché notamment par l'irruption de l'affaire Benalla, mais c'est toujours ça son agenda. Donc lui, il veut ça. Et de l'autre côté, on a un Parlement qui, lui, veut récupérer son pouvoir, et on voit bien que le fonctionnement normal du pouvoir du Parlement n'est pas quelque chose qui est autorisé par les institutions de la Ve République telles qu'elles sont. On n'est pas selon les standards démocratiques de nos voisins européens. On est un régime bâtard qui est souvent plus proche structurellement de ce qu'on trouve dans des pays comme l'Algérie ou la Russie que chez nos voisins. Et donc cette réforme, tout le monde, au fond, la souhaite. Et donc, je pense que par la crise, c'est ce qui va arriver. La question, c'est avec quelle violence ça arrivera, parce que on est dans un contexte où toute instabilité constitutionnelle risque d'être une sorte vous savez, de soupape de cocotte minute qui laisse pas mal de vapeur sortir. Donc, oui, parce que comme vous l'expliquiez, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, on a en plus un cumul des crises. On a ces crises sociales, ces crises énergétiques, Oui, ça commence à ressembler à une tempête parfaite. Oui, c'est ça. Christophe Boutin, vous vouliez rajouter quelque chose au scénario final ? Oui, je serais beaucoup moins critique que M. Ferry sur les institutions de la Ve République qui, rappelons-le, ont été nécessaires pour rétablir l'ordre après une période de flottement et de valse des ministères, et finalement qui sont des institutions qui permettent plusieurs lectures. Voilà. Et je crois qu'effectivement, il y a une lecture avec un renouveau du rôle du Parlement, avec le rôle des commissions, avec le rôle des enquêtes, avec pourquoi pas même d'ailleurs la motion de censure utilisée cette fois véritablement par le Parlement. Donc il y a les moyens dans la Constitution de la Ve République pour faire évoluer le régime et limiter les pouvoirs présidentiels. Bon, faisons confiance à cette Ve République et à ses institutions. Merci beaucoup à vous deux, Philippe Fabry, avocat, théoricien de l'histoire, auteur donc dernièrement de ce livre Histoire du siècle à venir, Où va le monde selon les cycles de civilisation aux éditions Scripta Manent, mais également Le président absolu, et là on est vraiment en plein dedans, toujours chez Scripta Manent. Et puis Christophe Boutin, on peut citer les dictionnaires des populismes, dictionnaire du progressisme aux éditions du Cerf, et coécrit avec Frédéric Rouvillouet et Olivier Dard. Merci beaucoup à vous deux.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.